du soleil et des bouquins. Que demander de plus? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui, oui au miracle, est donc un point lecture parce que même si, comme je l'ai dit dernièrement, j'ai très peu de temps pour lire, trop peu d'ailleurs clairement à mon goût, j'ai tout de même réussi à avancer un petit peu dans mon Murder Party Challenge et donc aujourd'hui je vais vous parler de 4 romans que j'ai lus pour ce challenge littéraire. Et forcément, comme c'est un challenge qui tourne autour du thriller, vous vous en doutez, aujourd'hui on va pas parler comédie romantique. Après vous me direz, de toute façon, de manière générale, c'est quand même rare qu'on parle romance sur cette chaîne. Alors j'espère vraiment qu'au dérochage ça ira, que ma voix ne sera pas trop insupportable parce que malheureusement j'ai chopé une sorte de petite angine. Les joies de la vie en collectivité. Si toi aussi tu es parent et que tu as un enfant en bas âge qui va à la crèche, je sais que tu compatis. Mais bon, je vais pas me plaindre puisqu'il y a encore 2 jours, j'étais carrément à faune. Donc bon, disons qu'à choisir, pour tourner une vidéo, quitte à avoir une voix de canard, au moins aujourd'hui j'ai de la voix. Donc promis, je vais essayer de faire au mieux pour que cette vidéo soit la plus agréable pour vous. D'ailleurs à ce sujet, j'ai changé un petit peu d'angle pour filmer cette vidéo. J'avais envie, voilà, je sais pas si c'est le fait que le printemps arrive, qu'il fasse beau, que j'ai une envie de renouveau. Bon après attention, il n'y a rien de révolutionnaire, on est toujours devant ma bibliothèque. Jusque là, ça n'a pas vraiment changé. Alors avant de passer à mon point lecture à proprement parler, je voulais vous montrer un livre que j'ai reçu hier dans ma boîte aux lettres. Donc, comme je viens de tourner 2 énormes book hauls, je n'ai pas prévu d'en retourner un avant un moment. C'est donc pourquoi je vous présente ce roman juste là comme ça, avant de débuter mon point lecture. Et ce roman, il s'agit donc de Matrice, le dernier roman de Céline Dangean aux éditions Marabout dans leur collection Black Lab. Donc merci vraiment à la maison d'édition de me l'avoir gentiment proposé. Il m'avait déjà envoyé Le Cercle des Mensonges de cet auteur que j'avais vraiment bien aimé. Le problème avec Le Cercle des Mensonges, enfin problème entre guillemets, c'est que ce livre faisait partie d'une saga. Or, avec celui-ci, si j'ai bien compris, on est complètement sur un début de saga ou un one-shot, je ne sais pas trop, mais toujours est-il que là, je ne risque pas d'être perdu comme c'était le cas dans Le Cercle des Mensonges et surtout que je ne risque pas d'être spoilé, donc c'est parfait. J'ai vraiment hâte de le lire. Il est un petit peu plus court que Le Cercle des Mensonges, ce qui est très bien. Il fait même pas 400 pages, il me semble. Ouais, c'est ça, grosso modo 350 pages. Et je pense que vous avez déjà dû entendre parler de ce livre, mais au cas où, je vous refais un petit speech rapide de l'histoire. On va donc être dans les Pyrénées, une camionnette va percuter une femme enceinte et avant de décéder, elle va dire au conducteur « Save the others ». Et forcément, on va mettre des flics pour enquêter sur le pourquoi du comment, d'où vient cette femme, d'où est-elle sortie. On va mettre sur cette enquête un duo de flics de 2 femmes, je trouve ça génial. Bon, par contre, je vous avoue que je suis pas mécontente de me lancer dans cette lecture maintenant que je ne suis plus enceinte, parce que bon, je pense que sinon il y avait peut-être moyen de faire un transfert, d'être un peu mal à l'aise. Donc voilà. Disons que le lire maintenant, c'est bien mieux que ça n'aurait pu l'être il y a quelques mois. Il est donc très beau, il est là, il est arrivé bien gentiment jusqu'à moi. Je vais donc essayer de le lire rapidement, enfin essayer dans tous les cas, c'est sûr et certain, étant donné que je ne suis pas submergée de service presse, que je le lirai dans les prochaines semaines, voire au pire dans les prochains mois. Et en plus de ça, comme j'ai dit, j'avais vraiment bien aimé La Plume de Céline Dangean. Donc je suis plutôt impatiente de découvrir son dernier cru. Bon, et maintenant attaquons-nous au sujet qui, je pense, vous intéresse. Mon point lecture, c'est 4 lectures que j'ai faites pour le Murder Party Challenge. Et le tout premier, ce sera donc Gémeaux de Maud Tabachnik aux éditions J'ai lu. Ce roman me permet donc de cocher la catégorie profilage, un livre dont le nom de l'auteur commence par la lettre T. Et je vous préviens tout de suite, je pense que ce sera clairement mon avis le plus mitigé, voire le plus négatif de tout ce point lecture. Dans ce roman, on va donc osciller entre San Francisco et Boston, si j'ai bonne mémoire. On va y suivre un duo journaliste-flic, lui vit à San Francisco et elle à Boston, ou vice-versa, je ne sais plus. Toujours est-il qu'ils se connaissent de longue date, dirons-nous, puisqu'ils ont déjà été réunis sur une affaire passée. Et là, on va
les mettre pour enquêter sur un duo de deux frères franchement frappadingues qui vont s'associer à un type tout aussi frappadingue appelé le Corse qui sème derrière eux les cadavres sur les routes des États-Unis. Je pense qu'au niveau résumé, on n'est pas trop mal. Alors je vous préviens tout de suite, Gémeaux pour moi est un roman vraiment très particulier qui, j'ai trouvé, présenter certains aspects franchement très appréciables et d'autres beaucoup moins. C'est une lecture que dans l'ensemble j'ai aimé faire, mais je ne peux pas dire que j'ai été complètement emballée par ce roman. Alors tout d'abord, je tenais à noter que dans ce roman-ci, la plume de Maud Tabachnik est vraiment très particulière. Disons qu'elle a une vraie personnalité. Elle a réussi à instaurer dans ce roman une véritable ambiance hyper présente, très noire et un petit peu bizarre par moments. Il faut savoir aussi qu'elle a utilisé pas mal d'argot et de langage parlé dans cette histoire. Alors d'un côté c'est très bien parce que ça permet tout de suite de situer un petit peu avec quel type de personnage on va être, mais d'un autre j'avoue que parfois trop c'est trop et que par moments ça en devenait un petit peu indigeste à la lecture. C'est un procédé qui en soi ne me dérange pas, mais disons à petite dose. Au niveau de l'ambiance un petit peu générale, par moments j'avais presque l'impression d'être dans une sorte de western moderne. Certaines scènes sont hyper cinématographiques à tel point que parfois durant ma lecture, je m'imaginais parfaitement ce roman adapté au cinéma par un Tarantino. Comme ça vous plante un petit peu le décor et vous voyez un petit peu dans quelle ambiance générale on est. Côté personnage, on va être avec des malfrats limite caricaturaux et c'est, je pense, qui m'a un petit peu dérangée. Alors si ça cadrait parfaitement avec ce côté western moderne comme je le disais, c'est vrai que ce n'est pas forcément le type de personnage que j'aime lire. J'aime lorsqu'ils sont écrits avec plus de finesse et plus de réalisme. J'ai par contre vraiment apprécié le personnage de la journaliste et du flic qui pour le coup était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus nuancé. Et alors il y a vraiment une chose que j'ai appréciée, c'est le fait que Sandra, la journaliste, soit gay, qu'elle vive en couple avec une femme, une relation installée de longue durée et que cela soit le plus normal du monde. Je rappelle quand même que ce roman a été écrit en 1998. Je doute donc qu'à l'époque ce soit quelque chose qui était répandu et contrairement à certains romans qui sont écrits à l'heure actuelle, j'ai aimé que cela soit écrit comme quelque chose de parfaitement normal et non pas pour cocher une pseudo-case d'inclusivité. On sent vraiment que ce n'est pas fait pour se donner un genre ou répondre à certaines règles, certaines normes, mais qu'elle est juste décrite comme étant gay, comme on pourrait dire qu'elle est blonde, qu'elle est grande, qu'elle est petite, qu'elle est grosse, ou encore qu'elle préfère le vin blanc au vin rouge. Je suis sûre que vous aurez compris l'idée. Merci donc vraiment à Maud Tabachnik d'avoir écrit ce type de personnage avec autant de naturel bien avant que cela ne devienne une pseudo-mode. Il y a par contre un détail, je dirais un peu de taille tout de même, qui m'a fait tiquer durant cette lecture et c'est le fait que dans ce roman on y fasse très régulièrement référence à d'autres romans de l'auteur. De ce que j'ai cru comprendre, ce titre fait partie d'une saga littéraire avec des personnages récurrents et je reconnais que parfois du coup c'était un petit peu dérangeant parce que elle faisait beaucoup référence au tome précédent. Alors d'une part je ne comprenais pas forcément les références puisque je n'ai pas lu les tomes précédents et en plus de ça par moments eh bien ça spoilait ces tomes en question. Après vous me direz tu n'avais qu'à lire cette saga dans l'ordre. Oui c'est vrai complètement, mais du coup essayez de ne pas faire la même erreur que moi et peut-être de lire les tomes dans l'ordre de parution. L'enquête dans l'ensemble est plutôt bien rythmée et plutôt bien menée et la fin, bien qu'un peu rapide à mon goût, clôture finalement ce roman comme il se doit. Attention par contre, je tiens à le préciser, c'est un roman assez sombre qui contient des scènes difficiles dans lesquelles il y a en plus de ça question d'enfants, donc sachez-le peut-être avant de débuter cette lecture. Un roman donc à l'ambiance singulière plutôt réussie avec des personnages pour certains vraiment intéressants,
mais avec un style d'écriture peut-être un peu vieillot qui n'aura pas complètement su me convaincre. Une lecture donc pas désagréable, mais clairement pas passionnante non plus. Vous savez, c'est vraiment ce type de lecture dont je ressors avec une impression un peu en demi-teinte qui ne comporte pas vraiment de gros défauts flagrants et dont finalement c'est assez difficile de parler. Ces lectures que l'on pourrait qualifier de mouais. Ceci dit, ce titre ne m'empêchera pas du tout de continuer à avoir envie de découvrir le reste de la bibliographie de Maud Tabachnik. Bon, après un changement de batterie et une bonne quinte de tout des familles, nous allons passer au deuxième titre de ce point lecture qui remplissait la catégorie Hold Up et pour laquelle nous devions lire un livre acheté d'occasion. Et donc pour cela, j'ai lu Famille parfaite de Lisa Gardner aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, on va retrouver le personnage de Tessa Leoni. C'est donc un second tome d'une saga. Enfin, c'est un peu compliqué. Disons que c'est le second tome de la saga Tessa Leoni, mais qu'en même temps, il fait un petit peu partie de la saga Didi Warren, puisque au début, on y rencontre brièvement le personnage de Didi Warren. Mais clairement, pour moi, c'est plus à caser dans la saga Tessa Leoni. Donc, dans ce second tome, Tessa Leoni a changé de boulot et elle va être appelée pour enquêter au titre de détective privé sur la disparition d'une famille. Alors, on sent tout de suite que la famille a été kidnappée. Il s'agit d'ailleurs d'une famille riche de Boston, là aussi, il me semble. Une famille qui à première vue bien sûr est bien sous tout rapport à une vie de rêve, etc. Sauf que voilà, on se rend compte qu'elle a été kidnappée, mais en même temps il n'y a pas non plus de traces de sang, de choses comme ça, on retrouve juste des traces d'un taser, ce qui fait comprendre qu'on les a enlevés, mais en même temps on ne reçoit pas non plus de rançon. Bref, un vrai micmac auquel, bien sûr, il va falloir apporter des réponses. J'avais donc franchement hâte de retrouver le personnage de Tessa Leoni après ma lecture de Preuve d'amour, qui est donc le premier tome de la saga sur ce personnage. Et si mes retrouvailles avec elle ont été pour le coup plutôt bonnes, je dois reconnaître que dans l'ensemble, cette lecture pour moi aura été plutôt moyenne. Ce roman fut donc pour moi une lecture somme toute plutôt sympathique, même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs par moment. Mais c'est également un roman qui, je trouve, souffre de quelques défauts notables et qui surtout comporte une fin que j'ai trouvée plutôt décevante. Comme j'ai dit donc, j'ai vraiment apprécié retrouver le personnage de Tessa Leoni. C'est un personnage que j'aime toujours autant. Comme je l'ai dit, j'ai eu un petit peu peur au début de ma lecture puisque le personnage de Didi Warren a fait son apparition avec son air de pitbull et sa froideur légendaire. Oui, c'est un personnage avec lequel j'ai un petit peu de mal, mais très rapidement, elle s'est vraiment effacée pour ne finalement plus apparaître du tout dans le reste de l'histoire. On retrouve donc le personnage de Tessa qui, comme je le disais, a changé de métier et pour ma part, cela crée par certains moments quelques petites invraisemblances, mais bon, soit. J'accepte d'accorder le bénéfice du doute à l'auteur puisque je ne suis pas vraiment experte des champs d'action, dirons-nous, de la police et des détectives privés aux États-Unis. Donc bon, disons que sur ce point-là, je veux bien passer. Tessa qui se voit donc par la force des choses devoir former un duo avec un flic qui s'appelle Wyatt. Et pour moi, ce duo, c'est vraiment la force de ce roman. J'ai vraiment aimé leur fonctionnement et leur relation que j'ai trouvé à la fois intelligente, drôle et touchante, mais sans tomber dans le cliché. Et ça, si vous me suivez, vous devez savoir que c'est assez important pour moi. Ce roman est presque divisé à part égale entre les chapitres dans lesquels on va suivre les enquêteurs, donc Tessa et Wyatt, et les chapitres dans lesquels on va suivre la famille qui a été kidnappée. Et c'est une construction narrative que j'ai trouvée plutôt appréciable. Si les chapitres concernant l'enquête sont, eux, plutôt classiques, j'ai trouvé assez sympathiques et originaux ceux dans lesquels on va suivre du coup cette famille. Des chapitres qui permettent d'aborder des thématiques intéressantes, qui permettent
de complexifier l'histoire, mais qui permettent aussi au lecteur de mieux comprendre cette famille, sa dynamique, son passé et son présent. Le problème selon moi, c'est que ce roman aurait tout aussi bien fonctionné avec 150 pages de moins. Les longueurs n'avaient pas forcément d'utilité selon moi, et puis je crois que le plus gros problème que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé que Lisa Garner n'avait pas su avancer ses pions de façon assez efficace et subtile, ce qui fait que j'ai compris le pourquoi du comment assez rapidement, et par conséquent la fin m'a fait l'effet d'un pétard mouillé. Et c'est vraiment dommage parce que l'auteur avait su mettre en place des éléments qui auraient pu donner lieu à une fin franchement originale et intéressante. Malheureusement, elle est donc tombée dans la facilité et le déjà vu. Et au vu du reste du récit, ça en fait pour moi une fin décevante. Pour ma part, ce ne sera donc pas le meilleur de Lisa Garner, loin de là, même si la plume reste fluide, que la construction est plutôt habile et permet de donner du rythme à l'histoire et qu'on y retrouve un duo d'enquêteurs plutôt intéressant. Malgré tout, je ressors franchement un peu mitigée et un peu déçue de cette lecture. Un roman donc qui pourra plaire, je pense, aux lecteurs qui aiment les thrillers mais qui en lisent assez peu. Mais c'est vrai que pour ma part, en lisant plutôt régulièrement, j'ai trouvé que cette histoire manquait peut-être d'un peu de finesse et d'un peu d'originalité. Un thriller donc dans l'ensemble pas désagréable, hein, je le répète, mais c'est vraiment ce type de lecture que l'on pourrait appeler un peu vulgairement du thriller grand public, très certainement efficace pour certains lecteurs, je n'en doute absolument pas, mais un petit peu décevant pour ma part. Ceci dit, là encore, ça ne m'empêchera pas de lire la suite des aventures de Tessa Leoni parce que décidément, cette maman solo fin limier est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Alors si vous n'êtes pas un gros lecteur de thriller et que potentiellement vous avez envie de lire une petite saga autour d'un personnage féminin, ma foi, fort sympathique, je pense que ça pourrait vous plaire. Pour moi, vous l'aurez compris, c'était un petit peu coup-ci coup-ça. Sympa, mais clairement pas mémorable. Bon alors vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais pour l'instant, tu ne nous présentes pas des romans qui t'ont franchement emballé. Et je suis au regret de vous dire que bon, les prochaines lectures seront un petit peu du même acabit. Il n'y a pas eu de grosses déceptions ni de grosses catas, mais il n'y aura pas non plus de coup de cœur. Que voulez-vous, on ne peut pas en avoir à chaque point lecture. Le roman suivant m'a permis de remplir 2 catégories. La première, c'était donc Petit meurtre entre amis, pour laquelle nous devions faire une lecture commune. Donc oui, vous l'aurez compris, j'ai lu ce roman en lecture commune avec la génialissime Lisa Giraud-Taylor, dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois sur cette chaîne, mais également la catégorie Interpol, pour laquelle nous devions lire un livre dont l'action se déroule à l'étranger. Et pour ça, j'ai enfin lu Octobre de Søren Sveistrup aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors, est-ce qu'il faut encore que je vous rappelle de quoi il est question dans ce roman? Non, parce que j'ai l'impression qu'on en a parlé 1 million de fois sur des chaînes Booktube, et en plus de ça, entre deux, la série est sortie sur Netflix, donc je me demande encore s'il y a des gens qui ne connaissent pas cette histoire. Mais bon, dans le doute, je vais vous faire un très rapide résumé. Donc dans ce roman, on se situe à Copenhague, d'où le fait que l'histoire se passe à l'étranger. Ville dans laquelle nous allons retrouver des cadavres de femmes à moitié mutilées, dénudées, vraiment dans un état pas très sympathique à regarder. Et à côté de ces cadavres de femmes, on va y retrouver des petits bonhommes en marron, comme vous pouvez le voir sur la couverture. On va du coup envoyer un duo de flics pour enquêter sur cette histoire, duo composé d'un côté de Tuline, qui est une femme flic qui bosse donc à la crime, mais qui n'a qu'une idée en tête, c'est d'être mutée dans le service plutôt informatique, hacking et compagnie, qui enquête sur des crimes plutôt d'ordre numérique, et également un homme qui s'appelle S, qui est une sorte de pseudo-agent secret, agent spécial,
qui a été envoyé de l'étranger, qui était basé à Amsterdam, je crois, ou à Stockholm, je ne sais plus. Bref, toujours est-il qu'on sent qu'il a été un peu mis sur la touche par ses supérieurs et qu'il n'a qu'une envie, c'est de retourner tout simplement là d'où il vient. Autant dire que, vu comme ça, notre duo n'a pas l'air dans les meilleures dispositions pour enquêter sur ces meurtres. Et pourtant, hein, va bien falloir qu'il fasse avec. J'avais donc énormément entendu parler de ce roman comme vraiment d'un super roman du genre. Et comme bien souvent, lorsque j'entends autant parler d'un roman, j'en ai de grosses attentes et en général, j'en ressors un peu déçu. Alors attention, hein, là aussi, dans l'ensemble, ce fut une bonne lecture, mais je dirais que je ne serais peut-être pas aussi dithyrambique que beaucoup d'avis que j'ai pu voir passer à son sujet. Je pense que les deux gros points positifs de ce roman sont vraiment l'intrigue et l'écriture qui est hyper scénaristique. En effet, dès le premier chapitre, on est catapulté dans l'histoire, j'ai été rapidement captivée et puis par la suite, petit à petit, l'intrigue se met en place autour de ces marrons, de ces meurtres sanglants. On se pose beaucoup de questions et personnellement, mon cerveau s'est assez rapidement mis en branle. Je trouve qu'on sent vraiment très fort que l'auteur est également scénariste dans la vie parce que certaines scènes sont presque écrites vraiment comme des scènes de série. En tant que lecteur, c'est un procédé que je trouve assez appréciable. Ça permet vraiment de rendre l'histoire rythmée, vivante et en plus de ça, du coup, c'est hyper facile de s'imaginer les différentes scènes comme si on les voyait sur un écran. Alors je dis pas, je lirai peut-être pas ce type de plume tous les jours, mais quand on a envie d'un truc un peu page-turner, c'est typiquement le genre d'écriture qui pour moi fait le job. Après donc un départ plutôt bon, bien que comportant certaines longueurs, j'ai eu le sentiment de rentrer un petit peu dans le ventre mou du récit, je dirais. Alors vous l'avez vu, hein, c'est un roman tout de même assez long et je dois reconnaître que pendant une bonne grosse moitié, j'ai eu ce sentiment qu'on tournait parfois un peu en rond, qu'on s'enlisait, j'avais envie que les choses avancent parce que je m'ennuyais et pourtant, hein, maintenant que je l'ai terminé, je me dis finalement, globalement, tout ce qui est raconté a un certain intérêt pour l'intrigue et pour la résolution finale, mais malgré tout, j'arrive pas à me détacher de cette idée que dans l'ensemble, durant ma lecture, par moments, ça me semblait long et j'avais hâte que ça se termine. Par certains aspects, ce roman m'a rappelé le livre Millennium parce que comme dans les romans de Stieg Larsson, il y est assez souvent question de la politique du Danemark. Et si cela peut paraître intéressant, et ça l'est à petite dose, eh bien parfois il y en avait un peu trop, ça avait tendance plus qu'autre chose à m'embrouiller dans ma lecture, à m'ennuyer. En fait, pour résumer, je dirais qu'avec ce titre, on retrouve exactement toutes les qualités et tous les défauts que l'on attribue généralement aux romans de type thriller ou roman policier nordique. Ça prend son temps et on y parle en plus de ça bien souvent de la société, mais en même temps l'ambiance est là et l'intrigue est plutôt bien foutue. J'ai personnellement eu un autre souci et pour le coup ça concerne les personnages. Tout d'abord à cause de leur nom et prénom à consonance nordique. Vous me direz c'est totalement normal puisque ce roman se passe au Danemark. Mais le fait est que, à cause de ça, au début de ma lecture, j'avais vraiment du mal à imprimer qui était qui faisait quoi. Et je dois reconnaître que même à la fin de ma lecture, j'avais encore du mal à me souvenir du nom de certains personnages. Et pour tout vous dire, à part me souvenir vaguement du nom des deux persos principaux, ne me demandez pas le nom des autres parce que je les ai déjà totalement oubliés. Ensuite, il faut reconnaître que je n'ai pas particulièrement apprécié les deux enquêteurs, les deux personnages principaux du coup. Même si au fur et à mesure de l'histoire, j'ai appris à aimer un petit peu plus le personnage de S, qui est donc le personnage masculin. Tulin, quant à elle, vraiment m'a laissé de marbre, voire par moments me taper clairement sur le système. Et là où je suis rassurée entre guillemets, c'est que pour le coup, Lisa a eu exactement le même ressenti que moi. Des enquêteurs donc pas forcément attachants et assez froids. Alors est-ce que ça venait de leur personnalité, de leur entente tout juste cordiale,
ou du fait que finalement dans ce roman, ils enquêtent assez peu ensemble, hein. Souvent ils sont l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Je sais pas, toujours est-il que malheureusement tout ça a fait que ce duo n'a pas su me toucher, n'a pas su faire vibrer ma corde sensible. Et puis un autre point qui m'a dérangé, c'est qu'à lire ce roman, on se demande vraiment si tous les hommes qui vivent au Danemark ne sont pas purement et simplement des obsédés sexuels. En effet, il y a plusieurs passages dans ce livre où les hommes parlent de femmes dans des termes franchement plus que moyens. Je me souviens particulièrement d'un passage où je crois que c'est un flic qui parle de la croupe de Tulin. Je vous avoue que lorsque j'ai lu ça, ça m'est un petit peu resté en travers de la gorge. Et pas à cause de l'angine, hein, je l'avais pas à ce moment-là. À croire donc qu'ils pensent tous avec leurs braguettes, et j'avoue que c'est un aspect de l'histoire qui m'a assez dérangée, parce qu'en plus de ça, très clairement, ça n'apporte absolument rien de plus au récit ni à l'enquête. Attention là aussi aux lecteurs qui pourraient être un petit peu sensibles, parce que bien sûr on a des scènes de meurtre, de crime, mais aussi des scènes de violence particulièrement dégoûtantes, voire franchement dérangeantes par moments. Par contre, pour ce qui est de la fin et je dirais de la résolution, c'est vraiment pour le coup un aspect du roman que j'ai apprécié. Je n'avais absolument pas deviné l'identité du tueur et très sincèrement, chapeau à celui qui la devinera. J'ai bien aimé aussi le pourquoi du comment, même si je suis restée avec certaines questions et c'est assez dommage. D'ailleurs, à ce sujet, c'est vrai que la série télé apporte peut-être un petit peu plus de précision à la fin que le roman. Si je devais donc résumer, je dirais que c'est un polar nordique à l'intrigue plutôt intéressante et bien menée, mais servi par des personnages qui, pour moi, manquaient cruellement d'attachement. Attention par contre au rythme un peu ronronnant qui demande à ce qu'on s'accroche un petit peu par moment. Malgré tout, ce fut dans l'ensemble une bonne lecture, même si je reconnais que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus page-turner. Et puis donc, quelques jours après avoir fait cette lecture, j'ai regardé l'adaptation Netflix qui en a été faite. Et je l'ai trouvé dans l'ensemble plutôt vraiment fidèle à ce roman. Comme j'ai dit, pour moi, la fin est peut-être un petit peu plus réussie, ou en tout cas apporte un peu plus d'explications que dans le roman. A contrario, je trouve que on montre beaucoup de choses dès le début de la série et j'ai pas compris pourquoi. Je trouve que la construction du roman permet de garder beaucoup plus de mystère et de suspense. Donc bon, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas envie de vous taper ce pavé, vous pouvez tout à fait regarder l'adaptation qui vraiment est fidèle à l'œuvre de Søren Sveistrup. Et à contrario, si vous avez déjà lu ce roman, regardez la série, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'indispensable. En tout cas, vous n'aurez aucune surprise. Je rectifie, en fait, c'est le prochain livre que je vais vous présenter qui m'a permis de valider la catégorie Interpol, même si octobre convenait aussi parfaitement pour cette catégorie, mais en fait, octobre me permettait de valider la catégorie dossier classé sans suite pour laquelle nous devions lire le plus gros thriller de notre pile à lire. Et bon, clairement, au moment où j'ai fait ma palle, c'était celui-ci. Puisque nous sommes tout de même avec un roman qui fait pas moins de 730 pages. Je disais donc, le quatrième et dernier roman va bien pour le coup valider la catégorie Interpol. Et pour cela, j'ai donc lu L'Homme du Soir de Moider aux éditions Pocket. Ce roman, c'est le second tome de la saga avec le personnage récurrent de Jack Caffrey. Le premier tome s'intitulait Burnman et pour moi à ce jour ça reste le meilleur Moider, en tout cas clairement celui que j'ai préféré. Jack Caffrey va être appelé pour enquêter sur une histoire de kidnapping d'enfants puisqu'au départ dans ce roman on va retrouver un couple, un homme et une femme qui vivent dans une maison. Les deux sont dans un état de semi-coma, il me semble. La femme est retrouvée enfermée dans un cagibi et l'homme était, je crois, ligoté dans le salon ou quelque chose comme ça. On sait que ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'ils sont séquestrés chez eux. Le problème, c'est qu'ils ont un petit garçon qui est introuvable dans la maison. Alors bien sûr, c'est le branle-bas de combat pour essayer de retrouver ce petit garçon.
Donc dans ce tome, il va y être question d'enlèvement d'enfants et plus. Et en parallèle, il va aussi être beaucoup question de la vie privée de notre enquêteur, puisque son propre petit frère avait disparu lorsqu'ils étaient enfants, dans des conditions un petit peu similaires. Les enfants actuellement chuchotent une histoire à propos d'un troll qui les suivrait et qui viendrait les kidnapper. Et je pense que je vous en ai déjà dit bien assez comme ça. Comme je l'ai dit, ce roman est donc le second tome de la saga Jack Caffrey. Et très clairement pour moi, il n'est pas à la hauteur du premier tome qui était Birdman. Alors s'il est indéniable qu'il y avait de très bonnes choses dans ce roman, il y a aussi certains aspects qui m'ont un peu dérangé. J'ai franchement aimé retrouver le personnage de Jack Caffrey, même si je dois reconnaître que j'avais un peu de mal à me remettre certains éléments en tête, puisque avec ce livre, on est vraiment sur une suite, une continuité avec le tome précédent. Et si vous n'avez pas lu le tome précédent, ou si, comme moi, vous l'avez lu il y a un moment, parce que je pense que j'ai dû lire Birdman il y a peut-être 3 ou 4 ans, et bien par conséquent les rappels au tome précédent peuvent parfois sembler un peu flous. C'est vrai que j'aurais apprécié qu'il y ait peut-être plus de récapitulatifs, ou en tout cas que les rappels soient plus explicites par rapport aux éléments passés dont il est question. Après vous me direz, c'est peut-être aussi ma faute, j'aurais peut-être pas dû laisser passer autant de temps entre les différents tomes. Mais voilà, il n'en est pas moins que ça m'a un peu gêné durant ma lecture. Le personnage de Jack Caffrey, tout comme d'ailleurs tous ses proches collaborateurs, est un personnage plutôt bien travaillé, bien écrit et surtout loin d'être manichéen. Je dirais même plus que c'est un personnage franchement complexe qui comporte une certaine part d'ombre et qui semble un peu vaciller à tout moment sur un fil et tanguer entre moralité et immoralité. Et tout cela en fait un personnage profondément humain, alors pas forcément attachant ni touchant, mais très clairement intéressant à suivre. En fait, soyons clairs, ce que j'ai surtout aimé suivre, c'est finalement un peu sa quête personnelle pour arriver à comprendre son passé, arriver à comprendre ce qui a pu arriver à son petit frère. Parce qu'il y a aussi dans ce roman beaucoup de passages qui concernent sa vie privée et particulièrement d'ailleurs sa vie de couple. Et si cela permet de creuser le personnage et de lui donner peut-être un peu plus de relief encore, je dois avouer que personnellement, ces passages m'ont assez peu intéressée. Il y en avait trop à mon goût et je reconnais que j'étais un peu vite saoulée par tous ces passages de vie de couple et surtout par les passages de jambes en l'air qui, pour moi, n'apportaient strictement rien à l'histoire et à l'intrigue. Concernant l'enquête en elle-même, je l'ai trouvée assez intéressante et plutôt bien menée. Le problème, c'est que tout met énormément de temps à se mettre en place. De façon générale, j'ai trouvé que ce roman souffrait de longueur. Alors oui, vous me direz, en même temps, dans la vraie vie, une enquête est généralement pas menée tambour battant, donc pour le coup, on a un côté plutôt réaliste. Mais le fait est que par moments, je m'ennuyais un peu dans ma lecture. Heureusement, passé une bonne moitié, les choses s'accélèrent. Et je dois reconnaître que le démarrage a été un peu pénible parfois. Attention par contre, là je ne déconne pas, gros warning, je tiens à préciser, ce roman aborde des thématiques hyper tabous, qu'il y ait question de grosses violences sur des enfants et que très clairement certaines scènes sont à vomir. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est un récit hyper glauque, parfois franchement malsain, avec un psychopathe, croyez-moi, extrêmement dérangé, dérangeant et cruel comme j'en ai rarement rencontré en littérature. Et pourtant, vous le savez, je commence à en avoir lu pas mal. Donc vraiment, ayez le cœur bien accroché avant de débuter cette lecture. Et si vous êtes sensible à tout ce qui peut concerner le mal fait aux enfants, ne lisez pas ce roman. La fin était plutôt intéressante, que ce soit d'ailleurs dans les thématiques ou les questionnements qu'elle amène. Même si elle m'a laissé dubitative sur certains points. J'aurais aimé que la psychologie du tueur soit beaucoup plus poussée. Je trouve que, quitte à s'embarquer dans du glauque, l'auteur aurait dû pousser beaucoup plus loin ces thématiques parce que du coup là, par moments, j'avais un peu l'impression
qu'elle cherchait à faire du sensationnalisme pour faire du sensationnalisme. Alors bien sûr, elle laisse en suspens certains éléments pour appâter le chaland et nous donner envie de lire le tome suivant, ce que bien sûr je vais faire, mais c'est vrai que même si dans l'ensemble cette fin est franchement intéressante, elle n'a pas su être complètement satisfaisante à mon goût. Autre petit bémol pour ma part qui pour le coup n'est pas du tout du fait de l'auteur, mais comme vous le voyez, hein, j'ai lu ce roman dans une très vieille version de chez Pocket et c'est vrai que cette vieille version souffre vraiment de coquilles, de fautes d'orthographe et en plus de ça d'une traduction que j'ai trouvée parfois approximative et maladroite. Donc j'espère vraiment que dans la nouvelle version, tout cela aura été amélioré. Vous l'aurez donc compris, pour le moment, je n'ai pas encore réussi à revivre ce coup de cœur que j'avais pu avoir pour Birdman, qui était d'ailleurs le premier roman que je lisais de l'auteur. Malgré tout, ça ne m'empêche pas d'avoir toujours autant envie de continuer à découvrir le reste de la bibliographie de Mohider et bien sûr de connaître enfin le fin mot de l'histoire des aventures de Jack Caffrey. En résumé, je dirais donc que ce fut un roman très sombre dont malheureusement je vais ressortir avec un avis un peu mitigé, une lecture qui aura manqué pour moi de rythme. Mais malgré tout, je le répète, c'est avant tout un roman qui n'hésite pas à aller fouiller dans les tréfonds de l'âme humaine et à explorer vraiment ce que l'être humain est capable de faire de plus débectant. Donc voilà, si vous voulez une histoire vraiment hyper sombre, un peu gore, hein, faut le reconnaître, avec une enquête par-dessus le marché, eh bien je pense vraiment que ce titre pourra vous plaire. Par contre, vous êtes prévenus, soyez bien accrochés et n'ayez peut-être pas trop mangé avant de lire ce bouquin. Je crois que je pourrais difficilement vous donner meilleurs conseils. Voilà, ce sont donc 4 nouvelles catégories du Murder Party Challenge que j'ai donc pu valider. Nous sommes actuellement mi-mars et si je ne dis pas de bêtises, il ne reste qu'un mois au challenge et il me reste, je crois, 4 ou 5, voire 6 lectures encore à faire. Autant vous dire que ça commence à devenir un peu compliqué. J'ai peut-être vu trop grand et puis je dois reconnaître que je suis peut-être en train de faire une espèce de mini overdose de thriller. Je sais pas si c'est le fait vraiment d'avoir pour consigne entre guillemets de ne lire que ça en ce moment, de ne pas avoir en tout cas le temps de lire autre chose, mais c'est vrai que plus j'avance dans le challenge et plus j'ai envie de me tourner vers d'autres lectures, peut-être des romans contemporains ou voilà, des romans d'autres styles. Alors, c'est peut-être aussi dû au fait que dernièrement, j'ai fait des achats de livres qui étaient dans des genres différents et du coup, peut-être l'attrait de la nouveauté fait que j'ai envie bien sûr de me jeter sur ces livres que je viens tout juste d'acheter. Bref, tout ça pour dire que je ne suis pas extrêmement confiante avec l'idée d'arriver à lire tous les romans que j'avais prévus pour ce challenge. Mais bon, on croise les doigts, on n'est pas encore à la fin. Si de votre côté, vous le faites également, j'espère que vous avancez peut-être un petit peu mieux que moi. Et puis, je pense que je vais clôturer cette vidéo-là parce que après 3 interruptions et une quinzaine de quintes de tout, je pense qu'il est temps. J'espère donc en tout cas que malgré tout ça, cette vidéo aura été agréable et utile pour vous. N'oubliez pas que si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez tout simplement vous abonner. De mon côté, j'espère, je croise les doigts pour vous retrouver rapidement pour un nouveau point lecture, malgré le fait que, comme je l'ai dit, en ce moment, je cours littéralement après le temps et du coup, c'est pas toujours facile de se dégager du temps pour la lecture. Je fais au mieux pour vous et aussi, avant tout, parce que j'adore lire et que par moments, ça me manque un petit peu. En tout cas, j'espère vous retrouver bientôt et que vous serez au rendez-vous sur la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!